On a quand même envie de voir ce que vaut la carrière de Sébastien Vettel sur l'historique, la fresque historique de la Formule 1. Alors on s'est permis avec Julien Pereira d'établir un top 10 des pilotes de Formule 1. Alors c'est totalement subjectif, hein, Julien, on est d'accord là-dessus? C'est subjectif, on a essayé d'être cohérent et surtout de trouver un consensus. On n'était pas forcément d'accord au début. Non. On a trouvé un consensus intéressant. Voilà, mais si vous, de votre côté, vous décidez de faire un top 10 des pilotes de Formule 1 et que vous n'avez pas le même que nous, On est ouvert à la discussion. voilà, ça veut pas dire qu'on a bon ou qu'on a tort. C'est vraiment une question de sensibilité. On commence le numéro 10, Nelson Piquet, senior, je précise quand même, triple champion du monde en 81, 83, 87. Personnage sulfureux. Je ne fais pas référence à la déclaration qui a ressurgi sur Lewis Hamilton, qui était bien triste et qui est probablement une maladresse, très très grosse maladresse de langage de la part du Brésilien. C'était un personnage rugueux. Hein. Enfin, être le coéquipier de Nelson Piquet, c'était dur à l'époque. Demandez donc à Nigel Mansell, il a failli en perdre sa moustache. Mais c'est un pilote qui a réussi à être champion du monde. Ça a été le premier pilote champion du monde à bord d'une Formule 1 turbo. Et je trouve que moi, je mets toujours un petit plus à un pilote qui arrive à être sacré avec une nouvelle technologie. Parce qu'il faut s'adapter, faut trouver la nouvelle façon d'exploiter. Voilà pourquoi on a mis, mais j'ai insisté, pour que Nelson Piquet senior soit dans notre top 10, il sera 10e. On a aussi voulu valoriser le fait qu'il ait évolué dans une époque ultra concurrentielle, Ouais. peut-être même l'âge d'or de la Formule 1, Peut-être. le début de l'âge d'or de la Formule 1. Et ça, c'était important pour nous. Exactement. 9e, on a choisi Jackie Stewart, lui aussi, 3 titres de champion du monde. Mais finalement, Stewart, au-delà d'un talent qui était exceptionnel, on a aussi voulu mettre en avant l'impact qu'il a eu sur son sport. Il y a vraiment eu un avant et un après Stewart sur le plan de la sécurité, évidemment. Les casques intégraux, les barrières de sécurité, les ceintures aussi. Tout ça, il a réussi à faire valoir, à faire entendre son discours, parfois de manière avec des grèves, avec des choses fortes. On a un petit peu tendance, enfin c'est même pas une tendance, c'est une réalité, à faire un avant-après accident de Senna à Imola en 94. En réalité, il y avait déjà eu d'énormes progrès faits dans le sillage de Jackie Stewart. Donc rien que ça, et évidemment un palmarès très très important, très fourni, avec ses 3 titres de champion du monde, ça mérite une place dans le top 10. Ouais, exactement. Puis il y a un petit côté aussi cocorico. Hein. Il avait été champion du monde avec Matra. Ça avait été une aventure technologique assez exceptionnelle pour le premier titre de Jackie Stewart. Numéro 8 dans notre top 10 des pilotes de Formule 1, c'est un homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Fernando Alonso, avec ses 2 titres de champion du monde en 2005 et en 2006. Évidemment, c'était chez Renault, 19 saisons, 19e saison en ce moment en Formule 1 pour Fernando Alonso, 32 victoires. C'est un pilote qui déjà un caractère assez exceptionnel, hein. On l'a vu, c'est un pilote qui, j'avais entendu ça une fois, j'avais trouvé que l'expression était très très bonne, roule plus vite que sa voiture ne le permet. Et il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est un garçon qui est un peu poussé vers la sortie, qui va immédiatement faire le Mans, qui vraiment ébahi ses coéquipiers. On a reçu Sébastien Buemi dans Les Fous du Volant qui nous disait mais les relais de Alonso au volant de la Toyota, c'était assez exceptionnel, qui gagne 2 fois le Mans, qui est champion du monde d'endurance, qui va faire Indianapolis, qui va faire le Dakar. C'est un pilote un petit peu old school, qui va toucher à tout. C'est un vrai passionné de la chose mécanique. Ouais, alors j'ai le droit de le dire, Gilles, moi j'aurais aimé le voir un petit peu plus haut. Ouais. C'était compliqué parce que devant il y a des très très grands pilotes, mais moi j'ai une vraie affection pour le personnage Alonso et pour le pilote surtout Alonso, parce que c'est aussi la fin de l'ère Schumacher, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il a vraiment marqué son temps, même s'il n'y a que 2 titres de champion du monde au bout. On a quand même la sensation que s'il avait pu faire les bons choix de carrière au bon moment, il aurait un palmarès bien plus fourni. Et puis oui, tu l'as dit, il y a ce côté pure racer où vraiment c'est l'un des pilotes ultimes. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres dans ce top 10, mais globalement, si vous construisez une écurie et que vous voulez choisir des pilotes, quand vous prenez Fernando Alonso, vous avez quand même quelques certitudes. Ouais, c'est ça. Lewis Hamilton a dit récemment que Fernando Alonso était
le plus coriace de ses coéquipiers. Bon, voilà, quand on s'appelle Lewis Hamilton, on doit avoir quand même voilà, une petite expérience et une petite légitimité pour juger. Numéro 7 de notre top 10 des pilotes de Formule 1, et bien justement, c'est Sébastien Vettel. On l'a mis à cette 7e place. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013. Évidemment, au sein de cette équipe Red Bull, il n'y a que sous cette enseigne qu'il a été champion du monde. Moi, c'est ce qui m'a fait dire qu'il ne fallait pas le mettre plus haut. Bon, c'est déjà bien. Bon, il est arrivé alors, en passant par BMW et puis en explosant littéralement chez Toro Rosso. Première pole, première victoire pour l'équipe italienne. Dans cette petite équipe italienne, il a jamais laissé indifférent Sébastien Vettel. Oui, absolument. Moi, je trouve qu'il y a un résumé qui est intéressant. On l'a adoré quand il était jeune et avec ce qu'il a fait chez Toro Rosso, tu l'as expliqué. On a quand même beaucoup aimé le détester chez Red Bull parce qu'on a beaucoup de mal avec ces périodes de domination qui sont longues. Et je dirais même qu'on oublie qu'il y a quand même eu des saisons qui ont été très serrées, avec Fernando Alonso notamment, 2010-2012 si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, on les oublie parce que oui, il y a cette ère Red Bull qui écrasait tout. Il y avait cette nouveauté, ce diffuseur Red Bull qui avait fait des merveilles. Et puis finalement, on l'a redécouvert après, que ce soit chez Ferrari et même dernièrement chez Aston Martin, on a redécouvert le personnage qui finalement est vraiment un pilote attachant, qui est aussi évidemment un pilote talentueux. On ne gagne pas 4 titres juste parce qu'on a une bonne voiture. Mais oui, il manque une rivalité forte, il manque un titre chez une autre écurie. Je pense que s'il y avait eu un titre chez Ferrari, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça c'est sûr. Il n'y en a pas eu. Ça c'est sûr. Mais oui, on n'oubliera pas le personnage Vettel. Et je trouve même ça dommage qu'on ait découvert ce Vettel qui porte des messages, qui porte des valeurs, qui surtout se bat pour ces messages-là. En F1, j'aurais aimé qu'on le voit soit plus tôt, soit un petit peu plus longtemps. Oui, ça c'est sûr, un petit peu plus tôt au moins, c'est clair. Bon, Sébastien Vettel qui a été 4 fois champion du monde, 2 rangs, ce qui est arrivé très très rarement dans l'histoire de la Formule 1. Fangio, Schumacher et Hamilton sont les 3 autres pilotes à avoir réussi cet exploit. Alors, moi, je l'ai un petit peu moins admiré à son époque de chez Toro Rosso parce que j'étais assez proche de Sébastien Bourdais et il faut dire que le Français a passé quand même de mauvais moments au sein de cette équipe Toro Rosso parce que vous êtes toujours comparé à votre coéquipier et que Sébastien Vettel était quand même tout de suite un pilote qui était ultra rapide. Il a été recordman, le plus jeune pilote à avoir inscrit un point en championnat du monde de Formule 1, plus jeune pilote poleman, plus jeune pilote vainqueur de Grand Prix. Il a été ensuite effacé des tablettes. En tout cas, Max Verstappen lui a succédé au niveau de ses records de précocité. Mais effectivement, lui aussi a buté ensuite pour aller chercher un titre dans une autre équipe. On pense notamment à Ferrari. Pour moi, la vraie fin de carrière de Sébastien Vettel, c'est le Grand Prix d'Allemagne 2018. Où Hamilton part, je crois qu'il est 14e sur la grille, où tout est bon en fait pour Vettel et il sort de la piste et quelque part, voilà, à partir de ce moment-là, on se dit bon, il sera plus champion du monde. Et il sera donc 7e de notre top 10. 6e, Niki Lauda. Par quoi on commence? Il y a tellement de choses à dire. Il y a des titres dans le champion du monde, il y a un personnage extraordinaire qui a inspiré des scénaristes de films notamment, pour évoquer le film Rush. Il y a cet accident qui est l'un des plus grands miracles de l'histoire de la F1 et même de l'histoire du sport. Je vous invite à aller lire un grand récit de Maxime Dupuis sur eurosport.fr qui est très sympa. Et puis il y a le pilote aussi qui était un vrai pilote calculateur, qui savait tout faire, qui connaissait tout de sa voiture, qui a été capable de remettre Ferrari au devant de la scène. Ouais. Voilà, pilote complet. Et finalement, je trouve même ça dommage qu'on associe plus Lauda à cet accident plutôt qu'au reste de sa carrière et à ses accomplissements. Exactement, oui, c'est vrai. Un vrai personnage, Niki Lauda, qui était dur après. Alors, est-ce qu'il était aussi dur que ça avant son accident qu'après? Mais même après sa carrière de pilote, quoi. Il crée une compagnie aérienne, il revient après chez Mercedes, c'est lui qui ramène Lewis Hamilton chez Mercedes. Enfin, c'est des gens qui ont une aura, un savoir-faire. Quand vous entendez
des récits aussi de Alain Prost, qui l'a côtoyé chez McLaren. Prost a perdu un titre face à Niki Lauda chez McLaren, et il est admiratif de Niki Lauda. Ça n'arrive pas souvent. C'est aussi l'un des rares pilotes à avoir tenu tête à Enzo Ferrari. Il fallait un bon caractère et une bonne dose de courage pour y parvenir. Et oui, finalement, Enzo Ferrari l'a toujours mis dans une classe un petit peu à part. Il y avait ses pilotes coup de cœur, il y avait ses pilotes champions du monde avec qui il n'y avait pas vraiment de relation forte. Et puis il y avait Niki Lauda qui était dans un espèce d'entre-deux parce qu'il était vraiment à part. Ouais, exactement. Ensuite, on rentre dans le top 5 maintenant de notre top 10 des meilleurs pilotes de Formule 1. Eh ben, Juan Manuel Fangio est numéro 5. Alors, il a 5 titres de champion du monde, hein, l'Argentin. Alors, c'est difficile de parler du pilotage de Juan Manuel Fangio, déjà parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'images. Le premier de ses titres, d'ailleurs, tu vois, c'est un hasard, mais le premier de ses titres, c'était le 22 août 1954. Donc, il y a 68 ans, puisqu'on ne trahit pas de secret en vous disant qu'on enregistre ce podcast le 22 août 2022. Donc, c'est une date anniversaire pour Juan Manuel Fangio. Mais plus largement, c'est un homme qui a donné quelque part son nom à sa discipline. Vous parlez de foot, eh ben, on va vous dire Pelé. Vous parlez de boxe, on va vous dire Mohamed Ali. Eh ben, vous parlez de Formule 1, on va vous dire Juan Manuel Fangio, parce qu'il y a quelque chose en plus. Ouais, c'est finalement la première star de ce sport. Oui. Et puis c'est aussi un pilote qui a été champion du monde avec 4 écuries différentes. C'est un petit exploit, même un très grand exploit. Ouais, clairement. C'est les premières victoires de Mercedes. Et puis oui, c'est aussi l'expression tu t'es pris pour Fangio. Exactement. Donc voilà pourquoi on a mis Fangio dans ce top 5. On l'a mis en 5e position et on l'a mis derrière Alain Prost, qui avait 4 titres et donc notre 4e au classement des pilotes. Alors, Alain Prost, là, pour le coup, je vais vous faire une confidence, je suis né en 1975, donc moi, Alain Prost, c'est mon enfance. Évidemment, il est français, et quand vous regardez les Grands Prix, que vous êtes môme, vous êtes pour le français, même si on y reviendra, parfois c'est un peu compliqué. Mais c'est le professeur. C'est celui qui, un petit peu à l'école de Niki Lauda, analyse tout, prépare, sait faire l'impasse sur une qualification pour vraiment mettre sa voiture en configuration pour la course. Il a gagné donc il a gagné des titres. Évidemment, il a fait partie de l'aventure Renault. Il a gagné des titres avec McLaren et avec Williams, donc aussi avec 2 équipes différentes. Un garçon qui a été longtemps le recordman du nombre de victoires en Grand Prix aussi. On pensait que ça serait inatteignable, 51 succès en Formule 1. Incroyable, Alain Prost. Oui, et puis difficile d'évoquer Alain Prost sans évoquer sa rivalité avec Senna. On ne va pas tuer le suspense en disant que Senna est un petit peu plus haut dans ce classement, évidemment. Mais finalement, cette rivalité qui est pour moi, encore une fois, la plus grande rivalité de ce sport et peut-être même du sport en général, je trouve qu'elle le met en valeur aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas à l'époque où il était encore pilote de Formule 1, mais aujourd'hui, se dire qu'Alain Prost a été capable de rivaliser et de battre Ayrton Senna, ça vous classe quand même ce pilote qui avait un talent certain et qui surtout était capable de tout maximiser avec sa précision, son approche de la course, son approche de la mécanique aussi. Il était très impliqué dans le développement. Donc Prost, Senna, Prost, ils sont globalement inséparables, mais 4 titres de champion du monde dans cette époque-là, qui était extrêmement concurrentiel, ça en fait l'un des tout meilleurs. Exactement. On passe au trio. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un, 2, 3, et puis après on continue de remonter. Non, allez, on fait le 3. On fera plus de suspense sur le 1 et 2. Alors, le 3, c'est Michael Schumacher, qui, avec 7 titres, est 3e dans notre classement. Voilà, il est arrivé en Formule 1. Il y a eu le jour d'avant, et puis Schumacher qui arrive et qui fracasse tout absolument au Grand Prix de Belgique d'ailleurs. Là aussi, c'est une forme de commémoration. Ensuite, ça va très vite, Benetton, et puis Ferrari. Et là, la Dream Team chez Ferrari avec Jean Todt et puis Brown,
Son prénom, mince. Ross Brawn. Ross Brawn, voilà. J'avais Zach, bah oui, forcément. Voilà. Le trio là, infernal de la Formule 1, c'est pareil qu'on a eu en détestation parce que ça gagnait tellement que ça en était même fatigant. Oui, et en plus, c'était déjà avant Vettel, c'était finalement la première grosse Dream Team. Alors, il y avait eu Senna-Prost chez McLaren à la fin des années 80, mais là, on avait vraiment une écurie qui gagnait tout, qui écrasait tout et qui assumait de tout écraser. On se souvient de ce Grand Prix d'Autriche avec Barrichello. Oui, c'est l'équipe et le pilote qu'on a adoré et détesté, mais c'était aussi un pilote vraiment hors norme qui était un gigantesque poleman, qui était aussi capable de tout écraser en course. Lui aussi, on a pensé que ses records ne seraient pas battus. Finalement, ils l'ont été par Lewis Hamilton, mais personnage clivant pour ce qui s'est passé avec Villeneuve, pour ce qui s'est passé avec Hill, mais surtout un pilote exceptionnel. Exceptionnel. Moi, j'ai un souvenir, alors je ne sais plus quelle année, mais quand il vient percuter Coulthard et qu'il se retrouve sur 3 roues sous la pluie à Spa et qu'il roule plus vite sur 3 roues que ses concurrents qui et ont des grands prix roues. aussi bouclés sans quatrième rapport, c'était complètement dingue. Voilà, donc Michael Schumacher est troisième de notre classement. Et c'est donc Ayrton Senna qui est à la deuxième place. On vous a dit, hein, c'est subjectif. Ayrton Senna deuxième, évidemment, 3 titres pour le Brésilien, avec cette grande rivalité, la grande rivalité de la Formule 1, celle qui l'a opposé à Alain Prost. Un artiste, un garçon un peu mystique, exceptionnel. Ouais, Magic Senna, Ouais. c'est l'irrationnel. Il y avait Prost, le hyper rationnel. Le professeur et Magic Senna. Et Senna qui faisait tout à l'instinct, qui était un pilote vraiment qui ne calculait pas, qui aurait probablement décroché plus de titres de champion du monde s'il n'y avait pas eu ce crash terrible à Imola. Et c'est finalement l'idole de, je vais donner un pourcentage, mais de 80% des pilotes qui sont arrivés après. Hamilton en est un. C'est l'idole suprême finalement de ce sport. Il restera. Sa disparition renforce peut-être Totalement. ce rôle sans doute. Et je vous parlais du gamin que j'étais au début des années 80 et ce duel entre Prost et Senna. On était pour Prost parce que, bêtement, parce que quand on est petit, on se dit il est français, alors on est pour lui. Mais on n'arrivait pas à détester Senna parce qu'il était magique, il faisait des choses qui étaient assez incroyables. Et puis il y a eu aussi cette action, alors décidément c'est Spa, l'accident d'Éric Comas en 92 en essai. Le Français va percuter le rail à Blanchiment, il perd connaissance et il reste le pied sur l'accélérateur. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les systèmes de sécurité. Et Ayrton Senna s'arrête, descend de sa voiture alors que les débris sont encore en train de voler. Il était juste derrière et va couper l'électricité dans la voiture pour pas que ça explose, parce qu'un moteur à fond avec des dizaines de litres d'essence, ça pouvait exploser. Et puis qui maintient la tête de Éric Comas. Il y a des récits très très intéressants aussi de la part du Français qui était en piste le 1er mai 1994 quand Senna a disparu. Voilà, c'est tout ça qui fait que ce bonhomme laisse une empreinte assez exceptionnelle. C'est peut-être le pilote pour lequel on a le plus de souvenirs, qu'il soit bon ou terrifiant. Ça dit quelque chose de Senna. On peut parler de ses pôles à Monaco, ses pôles sur un autre monde où il claque la pôle avec quasiment une seconde d'avance sur Prost. C'est aussi l'époque, je te me permets de te couper, c'est aussi l'époque où il commence à y avoir des caméras embarquées où on voit bien finalement ce qui se passe dans la voiture. Ça aussi, ça joue au fait qu'on retient beaucoup ce qu'a fait Senna plutôt que ce qu'ont fait des garçons 10-15 ans avant comme Jackie Stewart. On n'a quasiment pas d'images embarquées à bord de la Matra. Il y a eu ce progrès qui a fait que d'un seul coup, on a vu ce qu'il était capable de faire dans les rues de Monaco. Avec cette voiture, il tenait le volant à une main. Enfin, c'était fou. Et puis, on est obligé d'évoquer son don, parce que là, c'est vraiment un don, sous la pluie. Ah oui. Probablement, en tout cas, là encore, c'est subjectif, mais le meilleur pilote de l'histoire sous la pluie, qui était capable de trouver des trajectoires complètement folles. Et donc, le numéro 1 de notre classement des meilleurs pilotes de Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Mais là, les chiffres déjà parlent pour nous. 103 victoires, 7 titres de champion du monde. Lewis Hamilton, il a tout.
La précocité, il est arrivé gamin en Formule 1 et il a gagné quasiment tout de suite. La longévité, parce que il est encore là, Lewis Hamilton, capable alors de se battre encore. On le voit encore plus là cette saison. Ça a été compliqué, mais ça y est, le Lewis Hamilton qu'on connaît est en train de ressurgir. Il a fait tomber des barrières parce que sa couleur de peau, évidemment, c'était quelque chose de totalement ovniesque dans le monde de la Formule 1 et plus particulièrement, enfin, et dans l'ensemble des sports mécaniques. C'est un monument. Ouais, un monument, on peut évoquer son talent, on peut évoquer sa personnalité, on peut évoquer surtout son évolution. Le Hamilton d'aujourd'hui, alors vous me direz, c'est bien normal, mais le Hamilton d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au Hamilton qu'il était en 2007-2008. Vraiment, il y a une vraie volonté de sa part de faire évoluer son sport, de faire progresser sur les plans de la diversité notamment. Et je suis persuadé que dans 10-15 ans, si la F1 sera totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, Hamilton il sera pour quelque chose. Et puis il y a évidemment ces chiffres, autant de victoires que de pôles, on a dépassé les 100, et il y en aura probablement d'autres encore. C'est 7 titres de champion du monde, et ces duels aussi avec des pilotes d'un talent fou aussi. On a cité Fernando Alonso un petit peu plus tôt. On peut citer Button, on peut citer Nico Rosberg et cette lutte en 2016 qui avait tourné à l'avantage de l'Allemand. Donc oui, là aussi, il y a beaucoup de moments marquants. Il y a un pilote qui est complet, qui est capable d'être fort sur la stratégie, qui est capable d'imposer ses idées, qui est capable d'être fort dans toutes les conditions. Pardon. Voilà, c'est le pilote ultime pour moi. Exactement, ouais, on est OK là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi un privilège de le voir évoluer, de le voir continuer à évoluer. C'était un petit peu douloureux là, de le voir en difficulté au volant de cette Mercedes W13, mais on se dit que finalement, s'il parvenait à aller chercher une victoire cette saison, ça serait quand même exceptionnel. D'abord parce que le record continuerait d'avancer, mais aussi parce que ça vient récompenser un garçon qui continue de se battre, qui n'a absolument plus besoin de rouler en Formule 1. Il a déjà de quoi vivre sans vie devant lui, mais qui continue finalement parce qu'il aime ça et qu'il a ça au fond de lui. Oui, et qui sait qu'il a encore des choses à faire, alors sur le plan sportif évidemment, aussi pour faire évoluer son sport. Exactement. Voilà donc notre top 10, ce qui nous permet donc d'évaluer Sébastien Vettel à la 7e place au classement, derrière Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, voilà pour le podium, Alain Prost 4e, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Sébastien Vettel, donc 7e, devant Fernando Alonso, Jackie Stewart et Nelson Piquet.